L'affaire Yves Godard est sans nul doute l'une des 2 ou 3 affaires de disparition inquiétantes les plus mystérieuses de la fin du XXe siècle. À ce jour, même si des éléments partiels ont été découverts et ont pu être expliqués et que l'action publique est éteinte, l'origine de la disparition de toute une famille reste néanmoins un mystère. L'affaire Godard, qui a longtemps fait la une des médias par ses rebondissements successifs, c'est la disparition intervenue à compter du 1er septembre 1999 d'Yves Godard, médecin généraliste et acupuncteur, de sa seconde épouse et de leurs 2 enfants. Tout au long de l'enquête, les découvertes ont été progressives. Tout d'abord, des traces de sang dans la maison familiale, située dans le département du Calvados, quelques jours avant seulement, d'Yves Godard et de ses 2 enfants en bas âge, Camille et Marius, sur un voilier de location emprunté pour une courte croisière au port des Sablons, à Saint-Malo. Revenons, car c'est absolument nécessaire, à la bonne compréhension des choses sur la chronologie des événements. Le lundi 30 août 1999, le docteur Yves Godard, médecin généraliste et acupuncteur, devenu au fil du temps grand adepte de médecine naturelle, âgé de 44 ans, donne ses toutes dernières consultations à son cabinet, situé au 1 boulevard Maréchal Lyautey, à Caen. Le lendemain, mardi 31 août, il annule brusquement et sans raison apparente tous ses rendez-vous, les gommant grossièrement sur son agenda, trie soigneusement ses papiers à son cabinet et, ceci fait, emmène ses 2 enfants pêcher aux étangs de Planquerie, à 16 km à l'ouest de Juvigny. Le mercredi 1er septembre, il quitte le port de plaisance des Sablons à Saint-Malo, précisément au ponton E, à bord d'un voilier de 8,90 mètres, loué sur place, le Sun Odyssey, 30, baptisé Nick. Il est alors accompagné de ses 2 enfants, sa fille Camille, âgée de 6 ans, et son fils Lucas, qui n'a que 4 ans. Curieusement, et c'est l'un des premiers éléments troublants de ce dossier, son épouse Marie-France Le Gravéran, épouse Godard, est absente de ce voyage. L'enquête déterminera avec certitude qu'elle ne savait même rien de ce voyage prévu, au dernier moment, par son époux. Il confiera au loueur du voilier son intention d'effectuer une petite croisière côtière de quelques jours, qui devrait le mener jusqu'à Perros-Guirec. Et il envisage un retour ici, à Saint-Malo, pour le dimanche 5 septembre. Il a pris le soin d'acheter, au préalable à Saint-Malo même, des produits de nettoyage et des serpillières qu'il laisse dans son véhicule stationné régulièrement sur le parking du port de Plaisance. Le jeudi 2 septembre 1999, le voilier Nick est contrôlé entre le cap d'Orgy et le cap Fréhel pour la vedette de surveillance littorale de la douane. Les douaniers procèdent à un contrôle de routine du voilier et aperçoivent l'un des enfants assoupi dans le bateau. Le voilier navigue alors au moteur alors que le vent est établi. L'un des douaniers est intrigué par le comportement du médecin et sait dire et prend le soin de vérifier les indications données par le docteur Godard dès son retour, notamment auprès du loueur de Saint-Malo. Le voilier du docteur Godard semble ensuite être resté à l'ancre, resté quelques jours près de l'anse de Bréhec, sur la côte du Goëlo, plus précisément entre Plouha et Plouézec. Le voilier est en effet identifié par plusieurs témoignages. À Bréhec entre le jeudi 2 septembre et le dimanche 5 septembre. Parmi eux, une vendeuse de gaufres du petit port breton qui reconnaît formellement le médecin Caéné et ses enfants, venus lui acheter des gaufres le vendredi 3 septembre. Le lendemain, donc le samedi 4 septembre, le voilier Nick est aperçu apparemment abandonné, en tout cas vide de tout occupant visible à bord, par un couple de promeneurs, non loin de la pointe de Minard, à Ouézec. Mais sur le moment, il n'y prête pas plus attention que cela.
Le dimanche 5 septembre 1999, le jour où le voilier aurait dû normalement rentrer à Saint-Malo, le petit annexe pneumatique du voilier Nick est récupéré par un chalutier. Elle dérivait tranquillement abandonnée à une trentaine de miles marins des côtes de l'île de Basse, dans le Finistère. Intrigués, les gendarmes maritimes de Roscoff, rapidement informés des faits, inspectent la petite annexe et y découvrent pêle-mêle un blouson d'homme et un chéquier au nom d'Yves Godard. Mais pas de trace d'un quelconque occupant. À la demande du parquet de Saint-Malo, informé en temps réel, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Un fait troublant corrobore encore cette disparition plus qu'inquiétante. Ainsi, lors de la découverte de l'annexe en mer et de la fouille en règle, la veste contenant l'un des chéquiers est volontairement fixée sous une latte du canot, comme si l'on voulait que l'identification du navigant soit bien rendue possible. On se demande aussi qui est vraiment le docteur Yves Godard. Le connaît-on vraiment? On le dit discret, ce qui est vrai et vérifié, passionné de voile, rêvant d'une autre vie, a priori endetté, un rien secret, peut-être même manipulateur pour certains de ses amis, et en même temps apparaissant comme profondément attaché à ses proches. Le mardi 7 septembre 1999, le docteur Godard n'est toujours pas revenu à Saint-Malo. Le voilier n'a pas signalé son retour à la capitainerie. L'anneau sur le ponton est désespérément resté vide, et le loueur, lui non plus, n'a aucune nouvelle. Les gendarmes maritimes, saisis de l'affaire, se rendent sur place, mènent les premières recherches et découvrent des larges traces de sang et des doses de morphine dans le véhicule du médecin, resté stationné à sa place sur le parking du port de Plaisance. Il s'agit d'un combi Volkswagen, vitré, qui n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Cette découverte va précipiter les événements. Le lendemain, le mercredi 8 septembre 1999, les enquêteurs de la gendarmerie procèdent à une perquisition approfondie dans la maison du couple Godard, à Tilly-sur-Seulles, au hameau de Juvigny, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Caen, sur la route de Bagneux. Les enquêteurs y découvrent également d'importantes traces de sang dans la chambre du couple, dans la salle de bain et dans le salon. Pour donner suite à ces découvertes, de vastes fouilles ont été entreprises dans toute la région au cours de l'automne et de l'hiver 1999 pour retrouver le corps de l'épouse du médecin. Restant vaines, ces recherches s'interrompent, finalement, faute de résultats probants, à la mi-janvier 2000. Le vendredi 10 septembre 1999, fort de ces constatations, le parquet de Saint-Malo nomme sans tarder un juge d'instruction, le juge Gérard Sogg, et ouvre une information judiciaire pour les chefs d'homicide volontaire à l'encontre du médecin avec un mandat d'arrêt international. Parallèlement, les échantillons de sang prélevés respectivement dans le véhicule combi Volkswagen Combi et au domicile du couple à Juvigny, rapidement analysés en laboratoire, se révèlent être celui de Marie-France Godard, que personne n'a jamais revu depuis le mardi 31 août. L'enquête permet aussi de démontrer, preuve à l'appui, que le docteur Yves Godard avait accumulé beaucoup de dettes, peut-être plusieurs centaines de milliers de francs, a priori, avant de disparaître. La presse en fera ses choix gras et, au passage, ne dressant pas toujours un portrait élogieux du praticien qui, de surcroît, aurait même flirté quelquefois avec le serment d'Hippocrate. Le jeudi 16 septembre 1999, soit 11 jours après la découverte de l'annexe, dérivant en mer, des plaisanciers découvrent un gilet de sauvetage siglé, ayant appartenu au voilier Nick, au large des îles anglo-normandes, de Guénessé et d'Aurigny. Et le jeudi 23 septembre 1999,
Jour de l'automne, soit encore 8 jours plus tard, le radeau de survie pneumatique du voilier Nick est retrouvé, lui aussi, mais à moitié dégonflé, rejeté par la marée sur une plage de la baie de Lyme, dans le comté du Dorset, en Grande-Bretagne. Fait inhabituel, le toit de toile du radeau, servant traditionnellement à la protection de ses occupants, a été découpé et est manquant. Alors que les enquêteurs et le juge d'instruction saisi, au vu des premiers éléments découverts, privilégiaient l'hypothèse de la fuite du médecin après l'assassinat perpétré de son épouse Marie-France Godard, ces deux découvertes viennent semer le trouble et font prendre un nouveau tournant à l'enquête. Même s'il le faut à l'étranger et en particulier en Grande-Bretagne, toute proche. En effet, le jeudi 14 octobre 1999, un hôtelier de l'île de Man, au large de la côte anglaise, mais en face des côtes françaises, où les recherches ont lieu, affirme que le docteur Yves Godard et ses enfants ont bien séjourné dans son hôtel du 7 au 14 septembre dernier. Ce témoignage est le premier d'une longue série de renseignements collectés, signalant la présence d'Yves Godard et de ses enfants aux 4 coins du monde. On déclarera ainsi l'avoir vu successivement sur l'île de Lewis, en Écosse, cette fois-ci en compagnie d'une femme blonde, alors que Marie-France Godard est naturellement brune de naissance. En Afrique du Sud, à Miami aussi, sur la côte est des États-Unis et plus près de nous, sur l'île de Crète. Toutes ces informations sont analysées et vérifiées par les enquêteurs, dans le cadre de très nombreux déplacements effectués, sous couvert d'une commission rogatoire internationale, mais n'apporteront hélas aucun élément nouveau, susceptible de servir à la manifestation de la vérité. Il en sera de même au début du mois de mai 2000, où des vérifications sont opérées sur l'île de Madère, en plein dans l'Atlantique, où le docteur Yves Godard avait ouvert un compte en banque. Elles sont infructueuses. Aucun mouvement de fond n'a eu lieu après la disparition du médecin. L'enquête se poursuit surtout quant à l'itinéraire supposé du voilier Nick. En effet, selon des experts du service hydrographique et océanographique de la marine, ainsi que de plusieurs services de la mer, tous requis au vu de la découverte, en premier du canot pneumatique, puis en second, quelque temps plus tard, du radeau de survie, dérivant mais tous deux vides, il est quasi impossible de dire que ces deux embarcations aient pu dériver ainsi et se retrouver dispersées par la seule force des courants et sans aide extérieure à ces deux endroits. Il semble comme une évidence qu'ils aient été délibérément éparpillés sur une vaste zone, susceptible d'induire les enquêteurs et les sauveteurs en erreur. De plus, les constatations techniques très minutieuses effectuées sur les deux embarcations saisies laissent apparaître clairement que le dispositif de gonflage du radeau de survie a été volontairement arraché. Or, pour son fabricant, consulté, le radeau ne peut rester gonflé plus de 72 heures sans cette bonbonne. Le dimanche 16 janvier 2000, soit plus de 4 mois après la disparition de toute la famille Godard. Un sac de toile est remonté par le chalut d'un pêcheur au large de l'île de Basse. Inventorié par les enquêteurs, il recèle de nombreux effets personnels de tous les membres de la famille Godard. Des vêtements, les permis de conduire d'Yves et de Marie-France Godard, les certificats d'immatriculation des 2 véhicules du couple, dont le combi Volkswagen, plusieurs chéquiers à leurs noms respectifs, le contenu entier du sac à main de Marie-France Godard, des jumelles marines et un marteau. Tous ces effets sont placés immédiatement sous scellé. Le mardi 6 juin 2000, un bateau de pêche de type coquilier ratisse la baie de Saint-Brieuc, très précisément dans une zone située au large d'Erquy. Au milieu de la nuit, sa drague remonte un fragment de crâne humain, que les pêcheurs rejettent à l'eau. Mais 4 heures plus tard, ils repêchent un nouveau crâne et décident de le garder.
Une fois revenus à terre, il les confie telles quelles aux enquêteurs. L'analyse ADN entreprise aussitôt révélera qu'il s'agit de celui de Camille, la fille du médecin, embarquée avec lui sur le voilier Nick. Les analyses complémentaires très détaillées des scientifiques de Liefheimer ont pu démontrer que le crâne avait reposé à cet endroit depuis au moins le mois de février de l'année 2000, peut-être même un peu avant. Cela semble accréditer la thèse du naufrage, accidentel ou non, du voilier Nick et de la mort de ses 3 passagers. La zone, très proche en fait de l'endroit où le voilier Nick a été contrôlé par les douaniers, le jeudi 2 septembre 1999, est aussitôt passée au peigne fin, par un navire chasseur de mines de la Marine nationale, équipé d'un sonar sans que l'épave du voilier soit jamais retrouvée, malgré sa taille conséquente. L'enquête semble donc dans l'impasse, sauf accréditer officiellement la thèse accidentelle du chavirage, suivie de la mort par noyade des 3 occupants. Mais reste néanmoins le cas de Marie-France Godard, l'épouse restée à terre et elle aussi disparue depuis le mardi 31 août 1999 et dont le corps n'a jamais pu être retrouvé. Le dimanche 11 février 2001, soit 1 an et demi après la disparition, alors que rien ne faisait avancer l'enquête depuis plusieurs mois, la carte professionnelle du docteur Yves Godard est découverte et ramassée par une promeneuse sur la plage de la Chapelle, sur l'îlot principal des îles des Hébiennes, devant Saint-Jacques-de-la-Mer. Elle est saisie et placée sous scellé, car, après vérification, elle apparaît tout à fait authentique. Le jeudi 22 février 2001, sur cette même plage, une carte bancaire au nom d'Yves Godard est découverte par un habitant de Saint-Jacques. Elle est aussi saisie et placée sous scellé. 3 mois plus tard, le jeudi 24 mai 2001, toujours sur la même plage de la Chapelle, des promeneurs trouvent une nouvelle carte de crédit, toujours au nom du docteur Yves Godard, et toujours sur la plage de la Chapelle. Aussitôt, une fouille particulièrement minutieuse et un ratissage complet et serré, activé même en profondeur, de l'ensemble de la plage, sont ordonnés par le juge d'instruction et sont conduites par les gendarmes. Pendant ce temps, une nouvelle opération de recherche en mer au large de cette plage est menée par un navire de la Marine nationale. Cette fois-ci, un dragueur de mines, lequel navire très spécialisé fouille tous les environs de l'archipel, à la recherche de l'épave du voilier Nick. Le tout, hélas, sans résultat. Le dimanche 3 juin 2001, dans la continuité des découvertes qui se succèdent à un rythme de quasi-métronome, désormais, une nouvelle carte bancaire, la 3e donc, est retrouvée. Elle est aussi dans un état étonnant de bonne conservation, par un plongeur sur le rivage de la même plage. Pour les enquêteurs, il est alors acquis avec certitude que le docteur Godard a fait une halte sur cette plage, avec ou sans ses 2 enfants, et il serait débarrassé du contenu de son portefeuille. De nouvelles recherches sont effectuées sur la plage, notamment à l'aide d'un tracteur spécialisé qui tamisse le sable de la plage de la Chapelle, mais aucune carte ou autre objet personnel du docteur Godard ou de sa famille n'y sont découverts. Pourtant, le mardi 31 juillet 2001, alors que les enquêteurs et le juge d'instruction croyaient en avoir fini avec ces éléments mystérieux, tous découverts un à un, une 5e carte bancaire est néanmoins ramassée, sur la plage de la Chapelle. Toutes ces cartes bancaires sont précieusement sauvegardées et analysées par un laboratoire scientifique spécialisé. Pour les experts de ce laboratoire, il est clair qu'au vu du peu de dégâts occasionnés sur l'ensemble des cartes inventoriées, puces électroniques comprises, elles n'ont séjourné que très peu de temps dans l'eau de mer et n'ont pas été jetées à l'eau à l'endroit de la découverte ou ailleurs sur le littoral en septembre 1999. Il est bien plus vraisemblable qu'elles y ont été déposées volontairement, une à une, au cours des premiers mois de l'année 2001.
Pour les enquêteurs, le juge d'instruction et l'avocat de la famille de Marie-France Godard, il faut y avoir l'œuvre d'un tiers ou d'un complice qui souhaiterait absolument faire croire à une mort accidentelle. Preuve en est, 2 ans et demi plus tard, le vendredi 8 août 2003, une mallette semblant avoir appartenu au docteur Yves Godard, flottant elle aussi entre 2 eaux, dans la baie de Saint-Brieuc. Cependant, les enquêteurs n'ont jamais pu confirmer formellement l'authenticité de la mallette et prouver son appartenance au docteur Godard avant sa disparition. L'hypothèse d'un mauvais canular n'est pas exclue, loin s'en faut et reste probable. Le mercredi 13 septembre 2006, la découverte d'ossements humains, un fémur et un tibia, formellement identifiés après expertise génétique comme étant ceux d'Yves Godard, est bien réelle. Cela a eu lieu au fond de la fosse des Casquets, située à 70 km au nord de Roscoff. Sans tarder, le chasseur de mines spécialisé l'Aigle de la Marine nationale appareille et se rend dans la zone de la découverte pour tenter de retrouver l'épave du voilier Nick. Mais là encore, une fois sans succès. La confirmation de la mort du docteur Godard éteint de droit l'action publique à son encontre, mais le mystère de la disparition de Marie-France Godard, dont le corps n'a jamais été retrouvé, et les circonstances exactes de la mort d'Yves Godard et de ses 2 enfants, Camille et Marius, demeurent entiers. S'agit-il d'un meurtre intrafamilial, suivi d'un bip maquillé en naufrage ou réellement d'un accident de navigation? Perplexes, les enquêteurs et le juge d'instruction, s'ils ne peuvent l'étayer durablement, faute de preuves tangibles, ne peuvent néanmoins pas l'écarter. Le dossier judiciaire n'est donc pas immédiatement classé. Un ultime rebondissement survient le samedi 27 janvier 2007. Soit 1 mois après l'annonce officielle de la mort du docteur Godard. Sur indication, figurant dans une lettre anonyme, la gendarmerie fouille le débarras d'un cimetière de Lingèvre, situé à moins de 5 km de l'ancien domicile de la famille Godard. Des ossements seront effectivement retrouvés là, mais hélas, après analyse, ces ossements ne sont pas ceux de Marie-France Godard. L'enquête déterminera quand même que c'est un radiesthésiste normand qui s'est réclamé être l'auteur de la lettre anonyme. Le dimanche 14 décembre 2008, soit plus de 7 ans après les faits, une nouvelle carte de mutuelle d'Yves Godard, elle aussi identifiée comme étant authentique, est retrouvée en parfait état de conservation, encore et toujours sur la plage de la Chapelle, aux îles Ébiennes, relançant ainsi l'action de la justice. À la fin de l'année 2011, 12 ans après la disparition inexpliquée du couple Godard et de ses enfants, la publication d'un livre écrit par Éric Lemasson et intitulé « L'assassinat du docteur Godard » met en lumière une nouvelle piste, plutôt financière voire. L'auteur s'appuie sur une série d'assassinats, tous perpétré selon lui autour de la Confédération de défense des commerçants et artisans, CDCA, dont Yves Godard était, de son vivant, un membre très actif. Il y explique qu'un témoin digne de confiance, ancien garde du corps, désormais réfugié au Brésil, aurait été entendu à 2 reprises par les enquêteurs de Montpellier, travaillant sur l'affaire de l'assassinat de Christian Poussé, commis le 29 janvier 2001 au matin, dans ses bureaux des Bélargues dans l'Hérault. Lui aussi était un membre très actif de cette confédération, puisqu'il en est même le secrétaire, lui aussi ayant été assassiné dans des conditions mystérieuses, et leur aurait confié qu'un commando se serait chargé d'éliminer le docteur et ses enfants. Ainsi,
Les assassinats de Christian Pousset, celui du docteur Yves Godard et de ses enfants, voire aussi de son épouse Marie-France, seraient peut-être liés, ce que plusieurs témoins avaient déjà mis en exergue pendant l'enquête, sans pouvoir apporter aucune preuve, mais ajoutant néanmoins un crédit étonnant à cette thèse de l'existence d'un réseau mafieux, lié à de juteux comptes financiers offshore. Yves Godard aurait ainsi voulu récupérer les fonds qu'il avait placés dans des comptes offshore, hébergés dans des lieux situés près d'endroits où le bateau a été aperçu et aurait été assassiné par la suite avec ses enfants. Mais cette hypothèse reste à vérifier, si tant que cela est possible. D'autant qu'ils ont été commis dans des périodes rapprochées de temps, mais cela peut aussi apparaître comme une pure coïncidence. Un non-lieu judiciaire définitif est finalement rendu le vendredi 14 septembre 2012, après 13 ans d'enquête. Dans son réquisitoire, le parquet relève que la seule hypothèse que l'on ne peut exclure est que la disparition de la famille s'explique par un simple accident de mer et, même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de l'homicide. C'est un non-lieu judiciaire, faute de charge, selon Alexandre de Beauchère, procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Le dernier acte de cette enquête à rebondissement sera encore un acte judiciaire. Le lundi 7 décembre 2015, le tribunal judiciaire de Caen, sur requête du ministère public, rend un jugement de déclaration d'absence, procédure civile équivalente à un acte de décès. Marie-France et Marius Godard, dont les corps, rappelons-le, n'ont jamais été retrouvés ni formellement identifiés, sont désormais officiellement considérés comme décédés par la justice française, ce qui permet de déclencher l'ouverture de la succession. En marge de cette affaire, notons que Françoise Chandernagor avait imaginé un feuilleton en 4 épisodes à paraître dans le Figaro littéraire. Mais après la publication du premier épisode, en juillet 2000, la famille de l'épouse du docteur Godard a fait interdire, en référé, par le tribunal judiciaire de Caen, la publication du feuilleton, en arguant du respect de la vie privée, prévu à l'article 9 du Code civil. La Cour de cassation validera le 9 juillet 2003 les condamnations de l'auteur, en considérant que la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée, sous la forme d'un feuilleton estival, était illicite, comme répondant non à un besoin légitime d'information du public, mais au seul agrément des lecteurs et ne relevait pas davantage du droit du journaliste ou d'écrivain et de commenter des affaires en débat judiciaire public. Même si la disparition des époux Godard et de leurs 2 enfants l'avait abondamment été dans la presse écrite et radio-télévisée. Les magistrats en ont conclu que le respect de la vie privée s'imposait avec davantage de force à l'auteur d'une œuvre romanesque qu'à un journaliste remplissant sa mission d'information. Il existe également un roman policier de Jean Fayet, s'inspirant largement, mais sans les plagier de certains éléments de cette affaire, pour nouer une intrigue originale autour de la disparition romancée d'un docteur Gaillard et de sa famille. Un pseudonyme est utilisé. La mère a disparu, mais du sang a été retrouvé. Le père et ses 2 enfants seraient partis en voilier dans la Manche. Le roman se situe dans la région du Paimpol et des îles anglo-normandes. Il s'agit de La Croix des Veuves, Saint-Éverzec, édition du Palémon. C'est la fin de cette histoire très mystérieuse. J'espère qu'un jour on saura réellement ce qui a pu se passer. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.